Bien, bonjour à tous et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo Coquet, je suis enseignant ici à l'école supérieure d'art de Lorraine de Metz. Et je fais également partie de l'Institut Page. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Et écoutez, moi aujourd'hui je vais présenter Hélène Laurin. Donc nous sommes très heureux d'accueillir cet après-midi Hélène, qui est née à Metz en 88. Elle est écrivaine, diplômée du master de création littéraire de Paris 8. Elle est l'autrice de 2 romans parus aux éditions Verdier, Partout le feu, publié en 2022, et plus récemment Tambora, publié en 2025, qui fait partie de la sélection du Goncourt 2025. Dans ses textes, elle développe une écriture entre récit, réflexion et poésie. Et parallèlement à son travail d'autrice, elle anime également des ateliers d'écriture et de lecture. Elle est également traductrice de l'allemand. Nous la remercions chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je suis très contente déjà d'animer ce workshop et d'avoir l'occasion de présenter mon travail sous cette forme. Ça m'arrive assez rarement. Comme ça a été évoqué par Léo, j'ai fait le master de création littéraire de Paris 8 et j'avais envie de passer un peu de temps sur ce que c'est, ce qu'on y fait exactement, parce que c'est pas forcément très clair la pratique qu'on y a. En fait, on y candidate avec un projet littéraire, donc ça peut être littérature, poésie, théâtre, pas partout. Et on arrive en réalité tous avec des univers très différents. Et le but est de développer pendant les 2 années du master son projet en vue d'une publication. Et ça marche notamment avec le cours central qui s'appelle le suivi de projet, où on est encadré par un auteur, une autrice, et on doit produire en fait de l'écriture. Tous les mois, on passe devant nos camarades qui commentent notre texte pendant 1 heure, qui l'ont eu à l'avance. L'auteur, l'autrice donne aussi ses remarques, et c'est comme ça qu'on avance au fur et à mesure du master. On a aussi un cours qui s'appelle Nouveau Salon littéraire, où on rencontre des auteuristes, des éditeuristes, on comprend un peu mieux la chaîne du livre. Et à côté de ça, on a des cours plus théoriques de littérature. Et je pense que les avantages principaux de cette formation, c'est vraiment de se créer, de rencontrer ses pairs et de trouver des gens qui ont des pratiques d'écriture parmi les étudiantes qui sont similaires aux nôtres. Et voilà, moi, les personnes que j'ai rencontrées là-bas, certaines d'entre elles restent mes premières lectrices de manuscrits. Donc on s'encourage dans l'écriture, on se lit avant même d'envoyer nos projets aux éditeurs. J'avais envie de montrer un petit objet que j'avais créé à cette occasion, qui est pas, voilà, comme vous voyez, qui est encore un peu, qui était même un brouillon, mais qui a été important. Je pense que j'y pose déjà beaucoup de choses de ma pratique à venir. Donc ça commence par un montage d'une interview d'un plongeur en apnée professionnel qui devient presque un récit d'accouchement dans la façon dont je le monte. Là, on a de la mauvaise traduction de chansons. Donc là, c'était Like a Virgin de Madonna. On a des extraits de forums sur l'hyperlactation, des images de madones allaitantes qui sont assez surprenantes. Voilà, travail sur la traduction, travail sur le montage était déjà présent ici, ainsi que déjà le thème de la maternité que je vais aborder plus tard. Voilà, à la fin, on a un petit lexique
de traduction incorrecte, donc traduction automatique. À l'époque, c'était via Google Trad, de termes autour de l'accouchement, de la maternité, qui en allemand sont extrêmement imagés. Et donc, il s'agit d'une traduction littérale de ces mots-là. Voilà, je vais commencer à vous parler de mon premier roman, donc, qui est apparu en 2022 aux éditions Verdier. Et avant de commencer à en parler plus précisément, j'avais envie d'en lire un passage. Je pense que c'est le meilleur moyen de parler d'un livre, c'est de le faire parler tout seul. Et j'ai le mauvais. Donc on est plutôt au début du roman. Et c'est Laetitia, le personnage principal, qui parle. Des mois déjà qu'on attend le jugement. D'ici là, il nous est interdit de nous voir. Paraît qu'on est une association de malfaiteurs. Que des feux d'artifice, on en préparerait d'autres, voire pire. Il paraît que j'ai plus le droit d'entrer en contact avec fauteurs et avec tous les autres, et inversement. Ça fait depuis le feu qu'on ne s'est pas vu. Théoriquement, on a le droit de continuer à militer, mais comment savoir si quelqu'un que je n'ai pas le droit de contacter a l'intention de participer à la même réunion que moi? On a quand même trouvé un moyen d'y aller, aux réunions, en s'informant par un tiers et en alternant, par tranche de 2 heures, pour ne jamais se croiser. Théoriquement, j'aurais eu le droit d'aller à l'enterrement de Dédé, mon ami Dédé, notre ami. Déjà pendant le feu d'artifice, il crevait du cancer du pancréas. Mais qui sait quel malfaiteur j'aurais croisé? Aucun de nous ne sait ce que ça implique, concrètement, d'être malfaiteur. On ne naît pas malfaiteur, on le devient. Ceux qui nous accusent ne le savent pas très bien non plus. C'est là tout l'avantage. Peut-on être debout sur le même trottoir? Peut-on respirer le même air? Peut-on manger le même plat dans la même pièce à quelques heures d'intervalle? Peut-on côtoyer les mêmes personnes, prendre les mêmes anxiolytiques, chier dans les mêmes toilettes? Peut-on lire les mêmes livres, écouter la même émission de radio? Et si, la nuit, je sursaute à la même seconde que fauteur, si mon cœur bat plus vite quand une voiture de gendarme repasse devant chez moi comme lui, est-ce que mon cas s'aggrave? Si les craquements de l'escalier me font grincer des dents, est-ce louche? Est-ce que ce sera consigné comme les manifestations, les coups de téléphone, les SMS, les déplacements et les emails? Pendant la garde à vue, ils ont dit qu'ils me connaissaient, qu'ils savaient qui j'étais. Le policier avait cet air gourmand de faire enfin ma connaissance. Ils ont dit que j'étais assez facile à cerner, que j'avais une personnalité instable, des traits narcissiques anormaux, et que dans mes phases maniaques, les doigts policiers font des guillemets, je faisais preuve d'un degré élevé d'agressivité. Je ne disais rien. Je crois que mon avocate parlait à ma place. Et avec mes doigts, je faisais fala, 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 fala avec la main droite, lado, 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 lado avec la main gauche. Philippe Glass, opening number 1. Et en même temps, je pensais au Scold's Bridle, la bride à mégère, un masque de fer. Dans le meilleur des cas, simple armature, dans le pire masque bouffon, inventant des traits féroces ou penauds, muni d'une languette pénétrant la bouche, compressant la langue ou la surélevant contre le palais, parfois doté d'une pique pour les plus récalcitrantes, au silence. Autre option, une clochette, pour que la mégère promenée dans les rues, en laisse par son mari, soit repérée plus rapidement, qu'on puisse lui cracher dessus et l'injurier sans risquer de réponse. Je me demandais ce qui valait mieux, ça ou ce qui m'attendait. Et j'avais lancé un petit rire, ce qui m'avait valu un « ça vous fait rire, mademoiselle ?»« Madame », j'avais répondu. Je me demande si, malgré nos précautions, le feu, ils savaient qu'on le préparait, si c'était pour eux une friandise de plus à se mettre sous la dent.
Ils ont ajouté que tout ça, c'était dangereux, que vu ma fragilité, il valait mieux pour moi que je dise qui avait organisé, que je n'oublie personne, que c'était la seule façon de me sauver. Ils ont ajouté qu'ils me suivaient en permanence, qu'ils savaient où j'allais faire mes courses, quel chemin j'empruntais pour faire mon jogging et à quel rythme, où j'achetais mes slips chez Petit Bateau, tu sais, les mêmes culottes que ta grand-mère. Ils avaient gloussé. Quand j'y repense, c'est comme s'ils avaient tout dit ensemble d'une même voix à tonnes. Ils ont dit qu'ils savaient tout ce qui pouvait s'écrire, tout ce qui pouvait s'entendre. Alors forcément, ils ont entendu ce passage de White Plains que Memou et moi regardions sans cesse. Ce passage où un jeune homme se baisse, ramasse et dit « Cette poire a le goût d'une maison en ruine. » Puis il continue. Un matin, il a vu des ouvriers qui devaient détruire la maison et abattre l'arbre. « Je vous demande seulement de goûter une poire, » il leur a dit. Le soir, quand il est revenu du travail, la maison n'était plus là, mais l'arbre, oui. Alors il a su qu'ils avaient goûté une poire. La dernière fois que Memou et moi avions vu ce passage ensemble, elle avait conclu, avant de tourner sa tête du côté du mur. Faut quand même essayer de voir le beau dans toute cette merde. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La particularité de Partout le feu, c'est d'être écrit en vers et sans aucune ponctuation. Donc pour ce qui est des dialogues, le changement d'un interlocuteur à un autre se signifie par une majuscule, mais il n'y a pas de point qui la précède. Et pour autant, c'est vraiment un roman, on a une narration d'ailleurs assez classique, on a des personnages dont l'arc narratif est aussi plutôt classique. Donc c'est vraiment la forme qui le fait peut-être toucher à la poésie, en tout cas à quelque chose d'hybride. Et d'ailleurs, c'est une forme qu'on trouve maintenant, peut-être depuis 5 ans à peu près, assez souvent en littérature contemporaine française. Je sais qu'il a été traduit en allemand et ça a été assez compliqué de trouver un traducteur parce que c'est pas du tout une forme qui en Allemagne par exemple est habituelle et lue. Partout le feu, c'est un flux de conscience. On est dans la tête de Laetitia, celle que vous avez entendu parler, qui est militante antinucléaire dans la région et qui est empêchée, comme vous l'avez peut-être compris, par une décision de justice de se retrouver avec ses camarades de lutte avec lesquels elle a lutté toutes ces années. Donc elle se retrouve de fait enfermée. Elle est enfermée, elle vit dans la cave de son père. Elle a une sœur jumelle. Sa mère est décédée. Elle est très isolée, elle est très incomprise. Elle a un boulot pourri dans un snow hall, l'équivalent de ce qu'on a à Amnéville, près d'ici. Et ce qui en plus est d'autant plus douloureux pour une militante écologiste. Et elle a des histoires d'amour aussi tout aussi compliquées et décevantes. Et je dirais que les thèmes qui se dégagent de ce roman, comme vous l'aurez compris, c'est le feu, mais dans sa polysémie. Évidemment, il y a le feu du nucléaire. Le roman s'ouvre par un feu d'artifice. Donc là, c'est ça se base sur le feu d'artifice qui a été allumé dans la centrale de Cattenom il y a quelques années de ça par des militants de Greenpeace pour montrer qu'on pouvait y entrer en fait très facilement. Il suffisait de quelques pinces et on pouvait y faire ce qu'on voulait. Si on était mal intentionné, l'enjeu de sécurité était énorme. Donc eux ont fait vraiment ça en tant que lanceurs d'alerte.
et ont été condamnés très gravement, notamment très lourdement, notamment à de la prison ferme, ce qui était une première en fait pour des militants écologistes en France. Et le procès a eu lieu à Metz, et il a eu lieu au moment où je commençais à écrire Par tout le feu, où je savais que je voulais parler d'une militante écologiste. Et donc c'est vraiment ce hasard qui a fait que, en même temps, moi-même, je commençais à fréquenter le milieu antinucléaire à Metz par rapport à Bure, dans la Meuse, donc, qui est le futur lieu d'enfouissement des déchets nucléaires de très longue durée en France, ce qui donne lieu à une résistance assez importante. Mais c'est vraiment voilà, ces hasards-là, cette actualité-là, qui ont fait que j'ai écrit sur ce thème. Et dans tout le roman, il se termine d'ailleurs aussi par un feu, qui est un feu de forêt. Les feux de forêt sont omniprésents. C'est un moment où voilà, maintenant, tous nos étés sont ponctués. Printemps, été, même voire automne, sont ponctués par la terreur des feux qu'on n'arrive plus à éteindre. Mais c'est aussi le feu des veillées entre amis en ZAD, ou le feu de cheminée du foyer. Donc voilà, le motif du feu traverse le roman dans toutes ses acceptions et tous les différents symboles qu'il peut représenter. Mais pour moi, Par tout le feu, c'est plus un roman du deuil, en réalité. Alors, ce deuil, il est incarné par le deuil de Laetitia pour sa mère, qui décède au cours du roman. Mais c'est aussi le deuil de toutes les espèces qui disparaissent et qui atteignent un nombre qui n'est plus compréhensible, qu'on ne peut plus, nous, cognitivement appréhender. C'est le deuil d'un récit de progrès dans lequel on a été éduqué. C'est la solastalgie, donc le deuil d'un avenir qui ne peut pas advenir du fait de la destruction écologique. On peut ajouter la montée du fascisme qui est en cours. C'est le deuil du cercle d'amis dont on est privé à cause d'une décision de justice extrême. Donc pour moi, c'est vraiment le fil rouge du livre. Et d'ailleurs, ce fil s'étend jusqu'à Tambora, mon deuxième livre que je vais aborder tout à l'heure. Et j'ai envie juste de vous montrer quelques inspirations parmi les très nombreuses. Anne Carson, poétesse canadienne, enseignante, chercheuse, et voilà une de mes autrices préférées, qui est vraiment dont je lis et relis les livres. Et elle l'a sorti donc bien avant Par tout le feu, cette autobiographie du rouge, qui est une réécriture du mythe d'Hercule, mais à l'époque contemporaine, et qui est tout simplement sublime, que je vous conseille. Et peut-être que vous aviez pensé à ça quand je vous ai présenté Par tout le feu, le très beau livre de Joseph Pontus, qui s'appelle À la ligne, qui est écrit avec cette même forme. Alors lui, il a pas de ponctuation non plus. Et chez lui, cette forme se justifie par le fait qu'il est ouvrier à la chaîne, et sa vie de travail, en tout cas, est ponctuée par ce rythme de la ligne et du rythme à tenir. Et voilà, c'est une référence aussi déjà de la littérature contemporaine française, mais particulièrement de cette écriture en vers. Vu qu'on est en école d'art et que beaucoup d'entre vous ont des pratiques d'écriture assez avancées, j'avais envie de parler vraiment de la fabrique de mes livres. Et ce qui, pour moi, est vraiment au centre et que j'ai envie de revendiquer, c'est vraiment la contrainte. Alors, en l'occurrence, pour Par tout le feu, il y a eu cette contrainte formelle qui a surgi au début, par hasard, puisque j'ai commencé à écrire un échange de SMS entre Laetitia et un autre personnage. Et donc, la forme en colonne s'est imposée, en colonne qui alternait, et j'ai continué cette forme sur toute la longueur du roman.
Donc là, en l'occurrence, c'est la contrainte formelle qui est claire, qui est très délimitante et qui est très rassurante en fait quand on a une pratique d'écriture qui est encore assez jeune. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait en workshop cette semaine, c'est voilà, donner des formes sur lesquelles on peut s'appuyer, qui peuvent nous encadrer pour déclencher l'écriture. Donc vraiment l'idée de la contrainte libératrice. Mais j'ai aussi envie de parler, que ce soit pour Partout le feu ou pour Tambora, des contraintes matérielles, temporelles de nos vies au moment de la création, qui, de fait, ont des implications très fortes sur ce qu'on peut créer et comment on le crée. Je pense, voilà, aux contraintes temporelles, physiques, cognitives aussi. Ce ne sont pas des choix, mais j'aime bien l'idée de, au lieu d'essayer d'aller contre et de créer malgré la contrainte, plutôt créer avec et se l'approprier et en faire peut-être la force du projet qu'on développe. Pour Partout le feu, il y avait évidemment cette colère et cette urgence politique, écologique qui était la mienne, mais plus intimement, et je pense que c'est même prédominant dans mon projet. Je sortais du master après, et je vous le raconte parce que c'est important de raconter, je pense, ces échecs, après une soutenance de mon manuscrit qui s'était très mal passée, de manière assez surprenante et inattendue. D'ailleurs, ce premier manuscrit portait sur la maternité, thème que j'ai exploré après avec Tambora. Mais on m'a fait comprendre que c'était vraiment ridicule ce que j'avais écrit et que c'était pas la peine de continuer. Donc, ça m'a mis très en colère. Je me suis dit, soit j'arrête d'écrire, soit j'écris, mais il faut que j'écrive là, tout de suite, maintenant. Sinon, j'aurais pas la force de réessayer, de rééchouer. J'avais déjà 32 ans, j'avais un enfant, j'avais un travail. J'avais pas tout le temps, enfin, j'avais le sentiment de pas avoir tout le temps devant moi. En réalité, je l'avais, mais je voulais que ce soit maintenant. Donc il y avait cette urgence-là. Il y avait aussi la contrainte matérielle de n'avoir que 2 heures par jour pour écrire, puisque je travaillais à côté, puisqu'après il fallait s'occuper de ma fille. Et puis cette énergie du désespoir de c'est maintenant ou jamais, qui a vraiment imprimé la forme, le ton du livre, qui s'est écrit très vite, qui s'est écrit en 9 mois. Premier jet très rapide, ça se ressent dans l'énergie du livre. Et ensuite, le reste a été de la réécriture. Voilà. Et après, tout l'enjeu, c'était de réussir à le publier. Donc, ça a encore pris 2 ans et demi. Ça a été assez long, avec plusieurs refus en tout cas. Et une réponse positive de Verdier qui est venue presque 1 an après, puisque moi j'ai envoyé mon manuscrit au moment du premier confinement en 2020. Donc c'était un moment de bouchon dans les maisons d'édition. Donc voilà, cette contrainte en fait matérielle, temporelle, elle a vraiment conditionné cette forme qui dit la rapidité, qui dit l'asphyxie, qui est à la fois celle de Laetitia, mais qui est aussi la mienne au moment de la création. Et ça me permet de passer à Tambora, dont j'ai aussi envie de parler de la fabrique et des contraintes qui ont entouré son écriture. Tambora, en vrai, j'ai commencé à l'écrire il y a 9 ans, à la naissance de ma première fille. Mais le gros de l'écriture, ça a été depuis 3 ans, donc après la naissance de ma deuxième fille. Et donc là, l'ambiance et la contrainte, c'est vraiment l'altération de la concentration, le manque de sommeil, manque de temps, l'irrégularité de l'écriture. J'étais loin d'avoir tous les jours pour écrire, c'était plutôt une semaine à quelques heures par-ci par-là, et pas d'espace propre cette fois-ci pour créer, pour Partout le feu, j'avais un atelier et là j'étais chez moi avec toute la pollution de l'espace mental que ça implique. Et ça se ressent aussi dans le livre. Déjà,
cette ambiance-là, ça a déterminé le sujet du livre. La maternité, j'étais vraiment à un moment où, encore une fois, soit j'arrêtais d'écrire puisque ce temps-là, j'arrivais pas à le prendre pour l'écriture, soit j'écrivais dessus, puisque la maternité, dans ma vie, prenait tout l'espace. Et donc, il fallait faire de la place dans cet espace même pour trouver une niche de création. Et ces contraintes-là, voilà, ce temps haché, ce manque de sommeil, ce manque de concentration, il va se traduire dans Tambora par une forme très fragmentaire. Donc pour le coup, c'est écrit avec de la ponctuation, des phrases, c'est peut-être plus classique, mais on a une forme de fragments plus ou moins longs qui peuvent aller de la phrase à plusieurs pages. Et aussi, ces contraintes-là se traduisent dans la disparité de ton qu'on trouve dans Tambora, puisque je trouve que l'expérience de la maternité, elle est marquée par des extrêmes, des joies extrêmes, des peurs extrêmes, des fatigues extrêmes. Et j'avais envie de montrer ça dans mon livre, non seulement dans ce que je décris, mais aussi dans la forme que ça prend. Et Tambora, je l'ai écrit aussi sur 9 ans et plutôt et de manière plus concentrée sur 3 ans. Donc c'est aussi différent que d'écrire un roman sur 9 mois où la forme, il est plus évident que la forme sera plus homogène. Voilà. Et en tout cas, pour les 2 livres, moi j'écris sans plan, sans aucun plan. Partout le feu, j'avais même pas de fin. Parfois, c'est une technique d'écriture, hein, savoir vers quoi on tend et improviser au cours de l'écriture les étapes ou alors avoir 2, 3 grandes séquences dans le roman. Pour ma part, j'ai plutôt mon personnage et je commence à écrire. Et l'écriture se fait en se faisant et je ne peux pas envisager de le faire autrement. Et une fois que le premier jet est écrit, donc plus ou moins rapidement, à la toute fin, je procède au montage. Donc vraiment, peut-être comme une réalisatrice le ferait, même si j'y connais pas grand-chose, mais c'est ce que je m'imagine en tout cas, où c'est comme assembler les pièces d'un puzzle. Donc c'est beaucoup d'essais-erreurs aussi. Ça marche ou ça marche pas. Et je ne sais pas. En tout cas, quand ça marche, je le sais. Et quand c'est fini, je le sais. Et pour Tambora, je me souviens d'avoir eu l'impression pendant plusieurs années de me dire ce sera jamais fini, ça marche pas comme ça tient pas debout. Et en fait, j'ai changé la place de certains passages, je les ai intervertis et j'ai ajouté un passage et j'ai su que c'était fini. Ça s'est fait en une journée. Donc le montage est vraiment un moment essentiel de la construction du livre. Et parfois, une fois le montage terminé, je peux aussi réécrire des scènes ou des fragments quand il me semble qu'il manque une couleur au tableau, il manque quelque chose pour éclairer, assombrir. C'est ce qui s'est passé notamment pour Partout le feu. Je vais vous lire un passage de Tambora, même plusieurs, parce que je pense qu'on a encore le temps. Et ensuite, je vous raconte ce que ça dit. Je pense à mon corps, ses fluides, ses tissus gorgés de sang, ses tendons d'ivoire, ses mélanges impurs, couleurs primaires et jus rose, ses bouillonnements, cette entreprise florissante de mon corps qui pulse, pris dans les marées du vivant. Comment corps désigne-t-il à la fois le vivant et le mort ? À la fois cette chose dégingandée, jouée cassée, entourée d'une trace rouge sur le bitume, cette chose raide, congestionnée dans des draps bleutés, cet amas digne, rafistolé qui frôle, froid, le satin des cercueils. Mais aussi cette chose qui pulse, qui vibre, qui bat, qui souffle, aspire, ingère, dégueule, accueille, se meut, fend l'air, porte, grossit, s'affine, accélère, tombe, grandit, repose, bâtit, reproduit.
Je pense au mouvement inverse de nos trajectoires quand vous étiez à l'intérieur de moi. Vous vous rapprochiez chaque jour de la vie telle qu'on l'entend. Moi qui vous abritez, moi condition de votre croissance, vous, ex-croissance déterminée à faire de la place. Moi qui me rapprochais de la mort à chaque souffle, chaque battement vous donnant la vie, la mort aussi. Je veux m'enorgueillir de vous avoir fabriqué, mais je n'ai rien fait. Je suis votre véhicule, votre hôtel ouaté. Vous vivez l'aventure, vous mouvoir sans bouger d'un cil, transbahuter doux dans le gel au fond de moi. J'ai vécu l'aventure de croître du milieu, gonfler jusqu'à l'implosion, faire craquer les coutures, arrondir, mollir, porter mon utérus chargé de vos organes neufs, mon placenta, le liquide amniotique. L'allemand dit eau de fruits. Lesté de ces rythmes supplémentaires, de ces flux et reflux, échanges et trafics, j'ai subi la charge en soufflant, doublé dans mon ourlet. Je pense à ce formidable là et à la trivialité de nos vies, désormais non miscibles. Chaussettes sales, macaroni, plie ton pantalon, constipation, compote, pomme pruneau, température de l'eau. Musique de fond, l'autosoupçon, le décalage. Je suis une mère à côté, une mère accident, une mère qui veut sortir dès la naissance, qui veut dormir, qui ne pense pas que profiter, c'est subir tous les manques, les interruptions, le grignotage de soi. Une mère à qui régulièrement échappe poubelle au lieu de poussette. Une mère corbeau, Rabenmutter en allemand. Une mère suspecte, une mère pas assez, une mère éclipse, une mère ellipse, lunatique, qui ne peut pas tout donner, qui a déjà peu pour soi, pas assez pour soi, qui fouille et gratte et racle et rogne les tréfonds de son être pour les trouver, les ressources de la vie privilégiée pourtant qu'elle mène. La vie accompagnée d'un père trop, un père qui, dans la bouche des hommes qui l'entourent, joue à la mère, fait le baby-sitter, comme le lui reprochent ses collègues, ses chefs, ses copains. Un père seul aussi. Et la mère moins et le père trop, en vase communicant, persuadé d'être au bon endroit, le seul où il puisse être, mais seul. Fossilisé, je le suis à l'intérieur de mon confort simple, confort du boulot stable, de la vie familiale qui étrique, qui règle tout sans question, qui demande d'accepter le mode robot, le mode tâche ménagère, le mode acier dans le cerveau et plomb dans l'aile, le mode acier dans le cerveau et plomb dans l'aile, le mode acier dans le cerveau et plomb dans l'aile, 1 kilomètre à pied, ça use, terrifié, calme, mes enfants vont-ils mourir de soif en 2050 2 kilomètres à pied, éponge lourde, miettes baveuses, tambourinement du lave-linge, faut-il faire des réserves de nourriture dans la cave, 3 kilomètres à pied, ça use et des bougies pour l'hiver, de l'iode pour le nucléaire, et pourquoi personne ne bute Poutine, gants mappa et bouloches de merde dans les toilettes, vinaigre blanc et bave du bicarbonate, cris de bébé ou sirène des pompiers, 3 kilomètres à pied, maman faut faire les devoirs, apprendre par cœur la première strophe de In mein kleinen Apfel, les couples de 10 et compter 2 par 2 jusqu'à 30, écoterrorisme et méga-bassine, à ton tour de faire l'histoire du soir, non c'est à toi, moi c'était hier. Marine Le Pen, 2027, faudra-t-il cacher le nom arabe de mes enfants? In mein kleinen Apfel, da sieht's lustig aus. Elon Musk a-t-il des amis? Gargouillement de la bouilloire et noyau de cerise odorant au micro-ondes. Anniversaire 10 ans max, ne pas oublier les boules qui est. Voilà, donc comme vous l'avez entendu en partie et compris, Tambora, ça nous parle de corps déjà, et notamment de grossesse. Le livre s'ouvre par une fausse couche. J'y parle aussi d'accouchement. En fait, mon intention, c'était vraiment d'écrire tout ce qui normalement constitue une ellipse dans de très nombreux romans, et vraiment d'écrire ce que moi, j'aurais aimé avoir lu au moment où je traversais ces expériences. C'est-à-dire une expérience qui n'est pas que sucrée, qui n'est pas que joie pure, comme on dit, c'est que du bonheur. C'est beaucoup de bonheur, mais c'est pas que du bonheur, c'est beaucoup plus complexe et mélangé que ça. Et l'ambivalence autour de la maternité, c'est, je trouve, et je l'ai constaté pendant la promotion de ce livre, un tabou extrêmement puissant encore,
Et donc, on a besoin de lire beaucoup de livres et d'écrire beaucoup de livres sur ces sujets-là, de plein d'autres points de vue. Mais ce livre ne s'appelle pas Mon accouchement ou je ne sais quoi, il s'appelle Tambora, qui est le nom d'un volcan en Indonésie qui a connu une éruption gravissime en 1815. La pire éruption en fait enregistrée de l'histoire de l'humanité, qui a malheureusement causé énormément de victimes directes, mais aussi indirectes pendant plusieurs années, puisque le nuage de cendres a plongé le monde dans le noir, quasiment le monde entier, avec certaines exceptions, avec toutes les conséquences que ça implique, donc famine, pandémie, migration. Il y a un tiers de la Suisse qui a immigré aux États-Unis pour se nourrir, tout simplement. Donc c'est un moment de catastrophe totale que je rapproche du monde dans lequel on vit actuellement. Puisque la deuxième partie de Tambora que vous avez moins entendu là, c'est la vie avec des enfants. Comment on vit avec la culpabilité de les mettre au monde maintenant, comment on vit avec sa propre angoisse du monde dans lequel on est, comment on vit entre les catastrophes ou comment on vit dans la catastrophe et où on trouve la lumière, comment on essaie de la conserver, comment on essaie de la transmettre aussi. Pour Tambora, et d'ailleurs pour le précédent aussi, une de mes inspirations principales, c'était vraiment le travail de Maggie Nelson. Donc là, j'ai pas les Argonautes, mais les Argonautes, c'est vraiment le premier récit que j'ai lu qui parlait de maternité d'une manière pas éthérée, pas simplifiée, d'une manière complexe, trash parfois, qui est vraiment le style de Maggie Nelson, qui alterne entre très intime, très trash parfois, sexuel, et très théorique, puisqu'elle est autrice, mais elle est chercheuse aussi, et qui a toujours des formes nouvelles et très intéressantes. J'ai aussi envie de citer Eva Balthazar, qui est une autrice catalane publiée chez Verdier aussi, qui a une trilogie qui s'appelle donc il y a Boulder, Permafrost et Mammouth, qui nous parlent aussi tous les trois de maternité d'une manière peu entendue. Et ma référence absolue, je pense qu'il a aussi donné naissance, c'est le cas de le dire, à Tambora, c'est les poèmes de Sylvia Plath, et notamment un poème qui était au départ un poème radiophonique qui s'appelle Trois femmes. Et donc c'est l'entrelacement de trois voix de femmes, une qui accouche d'un bébé mort, une qui accouche d'un bébé en vie et en bonne santé, et une qui accouche d'un bébé en bonne santé mais qui le place, qui le fait adopter. Et il y a toute l'intensité qu'on connaît de Sylvia Plath, toute l'ambivalence. C'est vraiment magnifique, et on trouve ce poème dans ses œuvres complètes. Et pour finir, ça j'ai oublié de vous le montrer. J'ai envie de parler du sujet, du titre de ma conférence, qui est collecter, mélanger, mettre en forme, puisque y a toute la dimension documentaire en fait de ces deux livres qui est importante, pour Partout le feu, donc qui se passe en partie, qui se passe ici en Lorraine, mais où je parle beaucoup de Bure que j'évoquais tout à l'heure. Il y a eu tout un travail documentaire, d'interviews, de lecture de reportages, de livres, de collecte de chiffres qui sont tous corrects en fait sur la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. C'était important pour moi d'avoir à la fois cette dimension documentaire, mais en même temps que je pirate un peu, parce que je fictionnalise les noms des territoires. Donc, par exemple, Cattenom,
où se trouve la centrale nucléaire où a lieu le feu d'artifice, je le change en Fikange. Donc là, c'est un jeu de mots sur Ficken, qui est le mot allemand, qui est l'équivalent de Fock. Je parle de la ville de Haut-Sécourt, qui fait penser à Au secours et qui me fait penser en même temps à Haut-Mécourt, je ne sais pas si vous connaissez. Et Bure, je transforme en Boudin pour peut-être le côté assurément le côté ridicule du nom, mais pas avec ironie, puisque dans le livre, je parle vraiment du fait que le mépris pour ce territoire, le fait de considérer que c'est un territoire de bouseux, de toute façon, il n'y a personne qui y habite, et puis il fait trop froid, donc ça partira pas en ZAD. C'est pour ça qu'on y enfouit les déchets. C'est clair qu'on ne va pas le faire sur la Côte d'Azur. Donc voilà, il y a ce travail sur les noms qui permet aussi de signaler qu'il ne s'agit pas d'un reportage, qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, pour me laisser aussi la liberté de jouer avec ça. Et pour Tambora, il y a tout un travail sur les documents scientifiques autour de l'éruption du Tambora, bien sûr, scientifique, historique. Il y a eu je me suis intéressée aussi assez longtemps sur le livre et la réception critique du livre Frankenstein, dont je parle pas mal, par Mary Shelley, qui a été relu peut-être un siècle après la sortie de ce livre, comme un livre qui est hanté par les enfants morts de Mary Shelley, puisqu'elle en a eu 4, 3 sont décédés, dont un juste avant l'écriture de Frankenstein. Et moi, j'avais envie de prendre pour moi cette interprétation, puisque Tambora parle notamment d'une fausse couche et de voir ce qu'on peut écrire aussi après cette catastrophe intime et au sein d'une catastrophe globale, puisque Mary Shelley écrit Frankenstein juste après l'éruption du Tambora, donc à un moment où ils sont dans le noir et tous les jours il y a des tempêtes absolument catastrophiques, donc c'est vraiment habité par ça. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Je fais vite. Je parle de mélange puisqu'on trouve différentes formes dans les 2 livres. Là, on a du dialogue pur. D'ailleurs, Partout le feu a été adapté au théâtre. Et c'est ça que j'ai trouvé beau dans cette forme-là versifiée. On a des ekphrasis beaucoup, donc le fait d'écrire des vidéos, puisque le documentaire Wild Plants de Nicolas Imbert est très important dans Partout le feu. J'en parle tout au long du livre et c'est ce qui relie la mère à la fille dans ce personnage. Il y a des petits poèmes sous forme de post-it, des SMS que j'évoquais tout à l'heure, et beaucoup de chansons en anglais qu'on voit là en italique. Là, j'ai une dizaine de pages sur une fête qui est entrecoupée de chansons. Et pour Tambora, on retrouve du vers, même si la plupart du texte n'est pas écrit en vers, des fragments, comme je le disais. On a peut-être une vingtaine de pages comme ça, qui sont des sortes d'instantanés de l'enfance. Donc là, je parle de ma fille aînée, à chaque fois en 3 parties. Et il s'agit de moments très quotidiens, très, très triviaux de notre vie ensemble. Et je le vois vraiment comme de la photo jetable. C'est la forme que j'avais envie de donner à ça. On y voit de la liste, vous le voyez ici, et vous l'avez entendu tout à l'heure. Du verre, mais voilà, où je joue sur l'espace. Et puis même un jeu avec la typographie et du calligramme. Donc voilà, quelques exemples de mélange dans mes 2 livres. Il y en aurait d'autres. Tambora, il y a aussi du manifeste, du témoignage, quelques passages par le fantastique et un jeu avec les langues étrangères aussi. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci. Merci Hélène pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
Je me demandais si au niveau de l'objet, il y avait une intention sur le choix de la couverture, de la couleur. J'ai l'impression qu'il y a une illustration à chaque fois devant aussi. Ouais, alors c'est le travail des éditrices, vraiment. Évidemment, on me demande mon avis. Donc effectivement, c'est une œuvre d'artiste à chaque fois. Là, c'est Christian Jacquard. Donc c'est du papier brûlé pour Partout le feu. Et ici, c'est André de Rennes qui a créé cette image pour le livre, vraiment. Sachant que la petite histoire, c'est qu'on avait demandé à un autre artiste si on pouvait utiliser une reproduction de son tableau pour Tambora. Et ses ayants droit ont dit non. Donc voilà, du coup, on a le volcan. Et je suis assez... j'aime bien comme le jaune de l'illustration répond à celui de la couverture, qui est vraiment la couleur de Verdier. Donc je peux mettre mon veto et tout ça, mais c'est sélectionné par mes éditrices. Et en général, je suis assez satisfaite de leur choix. Mais là, c'est vrai qu'il y avait toute une question de mettre un volcan en illustration, puisque c'est plutôt anecdotique en fait dans le roman. Enfin, c'est à la fois central, mais c'est peut-être 5 pages sur 200. Mais moi, en même temps, j'aime bien l'idée que peut-être certaines personnes vont se dire ah bah tiens, je connais cette anecdote, j'adore les volcans, je vais me l'acheter. Et qu'en fait, ils commencent à lire un bouquin sur des fausses couches et des accouchements. Et j'aime bien, j'y vois une forme de piratage qui me plaît bien. Merci pour la présentation. Et en parlant de piratage, peut-être que c'en est pas tout à fait, même pas du tout. J'ai pu voir qu'il y avait donc un extrait de Personal Jesus. Ouais, alors, ça se passe comment, donc Dépêche Mode, ça se passe comment d'un point de vue légal, d'un point de... C'est un peu du sampling, tout ça, non? Ça se passe pas, ouais. Ah ouais. Donc piratage. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que... Alors là, c'est du droit à la propriété intellectuelle, mais là, c'est de la citation. Donc je pense que, tu sais... alors ça, c'est un reste de mes anciennes études, mais pareil, en musique, je pense que tu peux... Enfin, toi, tu le sais mieux, tu peux utiliser un extrait d'un certain nombre de secondes. Non. C'est un mythe. Ok, ah c'est un mythe, ok. Ouais. Ben, on va dire qu'en littérature c'est possible. Alors, j'espère en tout cas. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une petite question par rapport au fait dont tu évoquais le fait qu'il y avait tout plein de lectures et tu avais toute une partie documentaire. Et tu as également une pratique de la traduction. Et du coup, je voulais voir à quel point l'un et l'autre pouvaient infuser aussi dans ton travail d'écriture. Ouais, alors c'était mon boulot alimentaire pendant 15 ans que j'ai arrêté là cet été. Et je pense que... Alors ça apparaît puisque, par exemple, je m'interroge sur le terme de fausse couche et à quel point il n'est pas adapté en fait à l'événement. Et je passe par l'allemand et l'anglais pour voir comment c'est dit. En allemand, c'est Fehlgeburt, donc c'est plutôt erreur, naissance-erreur. Et en anglais, c'est miscarriage, mais qui peut être utilisé dans d'autres contextes. Donc miscarriage of justice, erreur judiciaire. Il y a plus de neutralité. Et il y a une erreur, pas une faute. Donc c'est pas moral. Donc ça, voilà, à la fois ça m'aide dans la précision. Et je pense que ça infuse aussi dans toute la langue, parce que c'est un rapport aux mots. Je pense que la traduction, ça apprend vraiment à questionner chaque mot. Et je pense que c'est comme ça que j'écris et que j'ai réécrit en vraiment pesant chaque mot. D'ailleurs, mes livres sont très courts quand même. Et c'est vraiment un travail... Je pense qu'il y a des livres qui se portent plus sur le travail de la phrase, du paragraphe, de la narration. Et moi, je pense que c'est vraiment un travail du mot et que ça vient de l'attention que m'a apprise la traduction. Merci.